qu'il y a des questions? Il y a des micros pour que tout le monde puisse profiter des questions posées. Oui, bonjour, Youssef Boyad. J'ai une question sur la force des décisions du consommateur. C'est un jour, je dis, bon, je ne veux plus recevoir de courriel, donc j'exprime mon refus. Puis un mois plus tard, je demande une soumission. Est-ce que ça me ferait embarquer dans un consentement tacite ou est-ce que mon refus d'il y a 6 mois est valable à vie? De mes lectures des documents qui avaient été publiés par le CRTC, essentiellement, à chaque fois que quelqu'un accomplit un acte qui vous permet d'avoir un consentement tacite, ben ce consentement-là naît à nouveau. Après, il y a peut-être aussi d'autres décisions qui sont des décisions d'affaires qui font que vous voulez peut-être pas nécessairement envoyer un courriel à cette personne-là. Là. Mais en théorie, lorsque la personne fait un nouvel achat ou justement fait une demande de soumission, dans un contexte comme celui-là, théoriquement, vous auriez à nouveau son consentement. J'ai une question par rapport au consentement express, l'opt-in. Vous aviez mentionné qu'il fallait vraiment exprimer les raisons pour lesquelles on demande le consentement, donc les fins. Jusqu'où on doit être précis? Par exemple, au niveau des canaux, est-ce qu'il faut que je spécifie que ça va être un newsletter qui va recevoir un courriel ou un SMS? Ou est-ce qu'il faut que je sois vraiment précis? Ou la loi me permet d'être un consentement pour dire que je veux lui envoyer de l'information ou des offres? Jusqu'où il faut que j'aille dans la finalité? Bien, si je prends la loi au fédéral, là, on dit qu'on doit, la manière que le consentement est libellé, on doit considérer c'est quoi les attentes raisonnables de la personne. La personne doit être en mesure, lorsqu'elle lit la demande de consentement, de savoir ou d'avoir une idée de ce qu'elle va recevoir. Donc, c'est pas noir ou blanc, là. C'est sûr, il faut regarder le consentement puis regarder qu'est-ce que la personne comprend lorsqu'elle lit votre demande. Si, votre demande est formulée d'une manière à ce que la personne s'attend à recevoir A, B, C, puis elle reçoit A, B, C, D, F, G, H, Y, Z, là, c'est pas parfait, là, parce que ça doit être relativement clair et relativement précis, comme je dis, pour que la personne puisse savoir ce à quoi elle va recevoir dans sa boîte ou autrement. J'ai 2 questions. La première concernant le désabonnement. Ma mémoire me fait peut-être défaut, mais j'avais entendu parler que le désabonnement devait se faire sur un clic unique, que la page de désabonnement ne devait pas demander de confirmation, réentrer votre courriel pour vous désabonner ou décocher la case ici. À mon souvenir, au début de la loi, on avait parlé, je crois, de 2 clicks away ou un maximum de 2 clics. Mais ça a été modifié par la suite parce qu'on jugeait que c'était pas assez neutre technologiquement de parler de 2 clicks away. Donc, ce qui est prévu actuellement, c'est que ça doit pouvoir s'exécuter facilement. Facilement, ben ça veut dire facilement. Okay? Si je dois faire 8 étapes pour me désabonner, comme mentionnait René, ben c'est pas facilement. Là. OK. Et la deuxième question? Ça n'empêche pas, souvent ce qu'on voit, la compagnie ou enfin l'organisme nous demande pourquoi vous voulez vous désabonner. Il y a une question légale, une question marketing aussi. Là. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit compliqué, il faut que ça soit transparent. Je pense qu'on peut avoir une étape intérimaire où ce qui est plus facile, effectivement, c'est un clic, bonjour, vous êtes désabonné, désolé, kiss it goodbye, ou il y a une étape qu'on peut aller capturer de l'info pour s'améliorer finalement. Merci. La deuxième question, c'est un cas particulier pour moi. Là. Nos clients demandent le consentement à leurs clients en magasin, c'est des retail, par écrit sur un formulaire qu'après ça, nous, on reçoit, on scanne, on saisit l'information. Il y a certaines bannières dans notre compagnie qui demandent la date de signature, il y en a d'autres qui ne demandent pas la date. Est-ce que la date de saisie, de scan, pourrait être valide comme la date de consentement, même si ce n'est pas la date exacte de magasin, il peut y avoir un délai de 3-4 jours, ou il faut absolument entrer la date écrite sur le formulaire pour avoir une copie image? Bien, c'est sûr qu'idéalement, ce qu'il faut capturer, c'est la date du consentement parce que c'est cette date-là qui vous permet d'établir à partir de quel moment la personne va commencer à recevoir des messages. Puis, je veux dire, c'est en cas
d'enquête du CRTC ou autrement, ce qu'on vous demande de prouver, c'est la date du consentement. Est-ce que entre le délai où vous demandez le consentement puis le formulaire est scanné, la personne va recevoir des courriels de votre part? De toute évidence, non, là. Mais je vous dirais que la meilleure pratique, ça serait sûrement de consigner la date du consentement comme telle. Oui, moi j'ai 2 questions aussi. La première, c'est est-ce que si je demande un désabonnement explicite, est-ce que ça a préséance sur toute demande de réabonnement tacite? Dès que je me désabonne, même si je refais une transaction tacite, est-ce que je ne devrais pas recevoir de communication après? Vous voulez dire dans un cas où, par exemple, la personne aurait fourni un consentement express, puis par la suite aurait fait l'achat d'un produit? C'est ça, j'ai un consentement express, j'achète un produit, mais après je fais un désabonnement express, je dis je ne veux plus rien recevoir, mais je refais un achat par la suite. Normalement, je ne suis pas censé renvoyer de communication. Bien, je pense que ça ressemble un petit peu à la question de monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire si je refais un achat, en théorie, mon consentement il est renouvelé à chaque fois, right? Mais encore là, il y a peut-être d'autres raisons qui font que vous ne voulez pas nécessairement communiquer avec cette personne-là parce qu'elle ne veut pas recevoir vos messages. OK. Puis l'autre question, c'est tout à l'heure vous disiez si je laisse mon adresse courriel sur mon site web, ça donne la possibilité aux gens de communiquer avec moi de manière professionnelle par rapport à mes activités. Mais si je laisse ça sur mon site personnel, est-ce que ça donne la possibilité à n'importe qui de pouvoir communiquer avec moi ou Ce serait quoi comme un site personnel, comme votre mon blog? blog ou ouais. C'est une bonne question. Yes! On en prend là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me posent des questions à propos de leur blog personnel, je vous dirais. Ben, c'est plus au niveau des marketeurs qui veulent éventuellement aller chercher des clients et qui vont aller scanner les blogs, trouver des adresses courriel là-dedans et se donner la possibilité de communiquer parce que l'adresse est disponible. Oui, je lui ai posé la même question hier parce que pour mon entreprise, bien, évidemment, on fait du développement. Exactement, en acquisition. Si moi, de mon adresse personnelle à moi, Zendata, mon adresse professionnelle, Zendata, c'est pas un mass emailing, mais j'écris à un VP marketing quelque part pour lui dire j'aimerais te rencontrer, présenter mes services ou autre. Apparemment, il faut au 1er juillet, donc j'ai beaucoup de new business à faire d'ici le 1er juillet, il faut que son adresse soit ou sur le site de la compagnie, ou s'il l'a mis dans son profil LinkedIn, par exemple, il l'a mis, il est public. Moi, je considère, puis bon, vous me mettrez en prison, si quelqu'un a un blog, il y a un blog, donc il est public, il est sur Internet, donc moi, je me donne la permission de communiquer avec. On verra après ça. Moi, je suis en business, là. Bon, LinkedIn, c'est considéré professionnel, c'est ce que je comprends? Oui? Ben, genre, oui. Mais ma question, c'était pas ça. C'est juste que j'ajoute ça. Par rapport à monsieur tout à l'heure qui parlait d'un commerce de détail, où on a un consentement parce qu'on a signé, on a fait une transaction. Mais si à la coche, acceptez-vous recevoir les offres des partenaires, est-ce que cette entreprise-là devrait être explicite sur les partenaires en question ou une question large comme ça, c'est suffisant? Large, je me dis. Dans la loi, en fait, je ne les ai pas abordées dans le cadre de la présentation aujourd'hui, mais il y a des dispositions particulières qui visent la possibilité de demander pour un consentement pour une personne qui est inconnue à ce jour. Et le CRTC donnait l'exemple d'un gym, disons, si moi je vais à un gym et j'accepte de recevoir des offres des partenaires du gym, qui sont par exemple un centre de nutrition. Dans un contexte comme ça, ça serait correct que le centre de nutrition m'envoie de l'information, sauf qu'après, au niveau de la gestion du désabonnement, ce qui a été prévu, c'est que, dans le fond, si moi, je communique ma volonté de me désabonner au centre de nutrition, bien, le centre de nutrition va devoir communiquer avec le gym puis dire au gym « Hey, cette personne-là, elle ne veut plus recevoir les courriels des partenaires. » C'est des partenaires en général à ce moment-là? Tous les autres partenaires seraient impliqués dans le désabonnement? C'est pas juste un désabonnement pour le centre de nutrition à ce moment-là? Non, c'est ça exactement. Dans le fond, moi, j'indiquerais ma volonté de me désabonner, à part s'il y a un formulaire spécifique qui dit je veux me désabonner de tel partenaire, mais pas tel partenaire. OK, merci. Est-ce que la loi sera applicable dans le cas d'une compagnie ou entité non canadienne, probablement hors Canada, qui envoie du courriel au Canada, et l'inverse? Une entité qui serait non canadienne, mais qui envoie des courriels à l'étranger? Oui, ou l'inverse. OK. Soit, par exemple, aux États-Unis, qui envoient du courriel au Canada.
Ce qui a été prévu, en fait, dans le dernier règlement, c'est si je suis, par exemple, une entreprise canadienne, mais que j'envoie des courriels à une liste de pays sélectionnés qui est prévue par règlement, et que les gens à qui j'envoie ce message-là, dans le fond, sont situés dans ces pays, je ne suis pas obligée de respecter les exigences de la loi antipourriel dans la mesure où je respecte les exigences des lois similaires qui existent dans ce pays. Donc, si je ne sais pas, j'envoie j'ai pas mon règlement ici, là, mais disons, j'envoie un courriel en Grande-Bretagne, ben, il faudrait que je m'assure de respecter les exigences similaires à la loi antipourriel qui existerait en Grande-Bretagne. Pour ce qui est des courriels qui seraient envoyés de l'étranger vers le Canada, ben, dans un contexte comme ça, oui, ils doivent respecter la loi antipourriel. Bonjour. J'ai un petit cas particulier. Je suis de la Fédération québécoise de camping caravaning. Dans nos activités, on envoie des infolettes, mais il y a une composante de la Fédération qui est une entité légale distincte, qui est Voyage FQCC, qui est une agence de voyage. Nous, on a comme un consentement tacite, si je comprends bien, parce que les gens doivent devenir membres de la Fédération, donc on a une espèce de consentement. Sauf que Voyage FQCC, étant une entité légale distincte, je me demande, quand j'envoie une infolettre qui regroupe toutes les activités de la Fédération, est-ce que je dois enlever tout ce qui concerne Voyage FQCC? Parce que j'ai pas... je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui. Dans le fond, vous avez ouais, c'est un bon cas. FQCC par rapport à la fédération, dans le fond, c'est... Excusez-moi, je ne suis pas familière avec l'entreprise, mais ils offrent des voyages, c'est ça? Oui, ils offrent des voyages. C'est une agence de voyage. La FQCC est une ASBL. Voyage FQCC ne l'est pas. Donc, dans les activités quotidiennes, ils sont regroupés. Les promotions se font comme les autres. Il y a une section sur notre site web de voyage FQCC, mais ça reste une entité juridique distincte quand même. Bien, commerciale distincte, si on veut. Écoutez, je vous donne mes réflexes, là, mais c'est vrai qu'a priori, ça semble être comme deux entités différentes. Donc, si vos membres ont leur contrat, c'est avec la fédération, bien, a priori, je serais portée à croire que c'est la fédération qui peut envoyer des choses. Est-ce qu'il y aurait lieu dans un contexte comme ça de peut-être demander un consentement express pour justement des partenaires? À voir. C'est sûr que c'est une étape de plus, c'est ça. OK. Merci. Bonjour. Vous avez mentionné qu'on pouvait obtenir une demande de consentement oralement. Si une personne s'inscrit dans un magasin, par exemple, puis qu'on demande le courriel de la personne, est-ce qu'elle doit absolument avoir une signature ou est-ce que on enregistre, on ne peut pas vraiment enregistrer l'information comme telle, là? Est-ce qu'on doit signer ou juste, si le fait de donner son courriel en magasin nous permet de communiquer avec la personne? Mais théoriquement, le consentement doit respecter toutes les exigences que je vous mentionnais tantôt, donc mentionner l'adresse, etc., c'est relativement compliqué. Je vous dirais que moi, personnellement, les cas que j'ai eu à traiter jusqu'à date, c'était plutôt des cas de consentement écrit. Et je trouve que ça a l'air relativement difficile de demander un consentement verbal qui contient toutes ces informations-là. Je sais que le CRTC parlait on doit être en mesure de démontrer, donc par un enregistrement ou autre, un consentement verbal, mais c'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être pas très clair ou nébuleux au niveau des directives du CRTC. Ouais, ou l'exemple du centre d'appel que je mentionnais tantôt. Donc, à ce moment-là, si on collecte un courriel en magasin, on devrait obtenir une signature ou cocher comme quoi est-ce que la personne accepte de recevoir des courriels? Ça pourrait être peut-être plus facile si c'est pas trop lourd pour l'entreprise en question. Okay. Ou j'irais sur le double opt-in à ce moment-là. C'est-à-dire, on a capturé votre adresse courriel en magasin, effectivement confirmé. Vous envoyez un premier courriel puis vous demandez une confirmation pour vraiment être assuré. Excellent, merci. Oui, bonjour. On a parlé surtout d'offres, de messages électroniques commerciaux et de sites transactionnels ou d'offres transactionnelles. Quand on est une organisation qui n'a rien à vendre,
je travaille à Tourisme Montréal, j'ai pas de transactionnel sur mon site, rien de ça, mais j'ai à faire la promotion de Montréal en général. Donc, est-ce que je peux être dans les exclusions? Dans les trous du gruyère. Voilà. Ça va coûter 10 000 $. Parce que j'ai pas des relations clients. C'est pas des clients, c'est pas des prospects, c'est pas ce type de relation-là qu'on a avec notre base de données. Non, tout à fait. Puis je vous dirais que c'est un problème que moi, j'ai vu qui est assez récurrent même chez nos clients. C'est pas toutes les entreprises qui ont nécessairement des relations d'affaires ou des contrats avec leurs consommateurs directement. Je veux dire, quand je pense à des compagnies alimentaires ou des compagnies pharmaceutiques ou d'autres compagnies de ces natures-là, je veux dire, ils commercialisent leurs produits à travers des détaillants qui eux-mêmes ont des relations contractuelles avec leurs clients. Fait que je ne sais pas, ça va dépendre dans le fond de vos bases de données, comment vous avez recueilli ces adresses-là, dans quel contexte. C'est des consentements dans un contexte d'abonnement, ça va, okay, là, mais c'est sur le 2 ans que je me demande si, quand il y a eu quand ça a été express, est-ce que c'est valable 2 ans aussi, puisque je n'ai pas de relation d'affaires avec eux, ou c'est valable à l'infini? La bonne nouvelle, c'est que les consentements express sont valides ad vitam aeternam jusqu'à ce que la personne le retire. Ah bon. Et ça, c'est ce qui est bien d'avoir un consentement express. Oui, c'est sûr que c'est plus lourd au niveau de l'obtention, donc oui, il faut qu'il y ait un geste positif, puis qu'il y ait toutes les informations obligatoires par la loi. Mais une fois que je l'ai, j'ai plus à m'en soucier, j'ai plus à réfléchir à la question de délai de 2 ans, 6 mois, whatever. Tu sais, je sais qu'il est dans ma base, puis qu'il est bon, puis que c'est fait, là. Et aussi, je me demandais si les bannières publicitaires sur les infolettes sont considérées comme des actes commerciaux. Par exemple, une offre de Air Canada sur l'infolette de Tourisme Montréal. Donc, si les gens n'ont pas consenti à s'abonner à des offres commerciales, mais à recevoir une infolette informative, mais qu'il y a des bannières publicitaires sur l'infolette, est-ce que je contreviens à la loi? Bien, a priori, je vous dirais que dans la mesure où il y a une incitation à acheter des produits ou des services, j'aurais tendance à croire que oui, c'est un message électronique commercial, mais je pense même un message de Tourisme Montréal, à la base, ce serait un message électronique commercial, parce que dans le fond, ça incite à visiter Montréal, réserver des chambres d'hôtel. Vous considériez commercial, même si on n'a pas de transactionnel? Oui, dans le fond, ce qui est transactionnel, c'est vraiment pour délimiter comme la question de consentement, mais est-ce que le message a une nature commerciale ou non? Dans le sens, est-ce que c'est un parti politique ou je parle d'un contenu religieux, ou est-ce que je suis en train de mettre quelque chose de l'avant pour le vendre? Dans un contexte comme peut-être un organisme qui fait la promotion du tourisme, c'est sûr que j'ai pas de produits ou de services que je vends à titre d'organisme, mais je fais quand même la promotion d'autres différents services qui pourraient être achetés auprès de tiers. Donc, il peut quand même avoir un aspect commercial dans un contexte comme ça. C'est tout, je pense. Je vous remercie. Alors, merci. On va rester dans le tourisme. Moi, je suis à Tourisme Québec. On a aussi Québec versus Montréal. Oui, bien, c'est ça. Le ministère du Tourisme, finalement, qui s'appelle maintenant Tourisme Québec. On a une infolette qu'on envoie, et là, il y a 2 types d'abonnements. Un qui est présenté sur le site Web. Les gens doivent nécessairement dire « oui, je veux m'abonner ». Et là, entre certains intérêts qu'ils ont et leur adresse courriel, leur nom. Donc ça, j'imagine que c'est express, donc ça fonctionnerait. Et il y en a d'autres, lors de contacts, lors de renseignements touristiques qui sont donnés au téléphone, les préposés offrent de recevoir le bulletin et peuvent à ce moment-là cocher la case, et ils sont aussi inscrits dans la même base de données. Par contre, pour nous, il y a possibilité de voir la différence entre les deux, mais ceux qui sont par téléphone, j'imagine qu'il faudrait comme peut-être faire un double opt-in à ce moment-là, ou pour s'assurer que... Écoutez, je vous dirais que ça revient un petit peu à ce que je disais à madame. Dans un cas de consentement oral, techniquement, ça doit respecter les mêmes exigences, même si c'est fait oralement. Fait que je ne vais pas remettre la slide, là, mais on dit que techniquement, il devrait avoir identifié la personne, soit fournir une adresse ou un numéro de téléphone à laquelle la personne peut être contactée, mentionner à la personne qu'elle peut se désabonner des communications. Donc, peut-être il y aurait lieu de réviser le script qui est utilisé par les gens qui font l'appel pour s'assurer que lorsqu'ils font l'offre pour s'abonner à cette infolette-là, que dans le fond, ça inclut tous les éléments obligatoires qui sont requis par la loi.
OK. Puis il y a une autre partie de notre mission à Tourisme Québec. Il y a aussi des sondages qu'on fait. Là, vous disiez que les sondages étaient comme exclus parce qu'on fait des sondages auprès des entreprises du Québec qui ne sont pas nos clients comme tels, mais pour voir un peu l'activité économique. Et on publie des notes de conjoncture tous les 2 mois. Donc là, on sollicite ces gens-là à participer, à nous dire, bon, est-ce que leur activité est en hausse, en baisse, etc. Et là, il y a un panel qui s'est formé. Mais c'est pas nous qui avons dirigé ce panel-là, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans le panel, mais qui ne le savent pas. La seule chose, c'est qu'ils reçoivent, ils sont 500 à recevoir ce sondage-là. Donc ça serait exclu, j'imagine, ou c'est toujours mieux d'avoir, j'imagine, leur consentement, là. Ma compréhension, c'est que les sondages ne seraient pas visés dans un contexte comme ça, là, parce que c'est pas une activité commerciale, on veut juste recueillir de l'information à des fins d'études ou autres, fait que ça ne serait pas visé. Puis ceux qui seraient faits au niveau de la clientèle, des touristes qui viennent, la question leur est posée au téléphone, accepteriez-vous de participer à des sondages? On utilise ces banques-là. D'ailleurs, on fournit certaines données en partenariat avec Tourisme Montréal. On leur fournit des données. Là, c'est sûr qu'ils sont tenus aux mêmes obligations que nous, parce que là, c'est des données plus sur l'activité économique qu'ils ont fait lors de leur voyage. C'est sûr que ça sert à la science. Ce n'est pas dans le but de leur vendre rien, mais j'imagine que ça aussi, ça serait exclu à ce moment-là. Encore là, je vous donne mes réflexes, j'aurais tendance à croire que oui, ça serait exclu. S'il n'y a pas d'aspect commercial. Vous vendez rien, vous mettez rien de l'avant, c'est simplement pour recueillir de l'information ou fin d'études statistiques ou autres, ça serait exclu. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Ma question recoupe un peu une qui a été posée précédemment. Une société mère peut faire une demande de consentement au nom de ses filiales? C'est une demande de confirmation, en fait. Puis, si oui, est-ce qu'elle doit toutes les nommer ou elle peut le faire d'une manière générale? Je vous dirais que c'est un peu nébuleux dans ma tête, cet aspect-là, mais je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu justement des représentations qui ont été faites par rapport à ça, parce que techniquement, légalement, c'est un peu comme M. mentionnait tantôt avec la Fédération, c'est des entités qui juridiquement sont distinctes. Même si au niveau du marketing, ben, c'est peut-être des fois amalgamer différentes entités. Je pense par exemple aux gens qui font du cross-selling, mettons, d'une entreprise à une autre qui offre des services un peu de nature différente. Techniquement, c'est 2 branches différentes. Je crois qu'il y a encore certaines, pas plaintes, là, mais certaines représentations qui ont été faites par l'industrie en disant qu'à ce niveau-là, c'était assez lourd. Mais je ne pourrais pas vous répondre comme ça. Il faudrait que je regarde, puis si vous voulez, on pourra s'en parler après. Oui, bonjour. Je me demandais quand les listes que l'on achète sur ICRIC, par exemple, on achète des listes pour solliciter des compagnies ou quoi que ce soit, puis on nous donne souvent le courriel de certains représentants de la compagnie en tant que telle. Est-ce que parce que ce sont des listes publiques, quoi qu'on les achète, on a le droit d'envoyer des courriels à ces personnes-là? En premier, acheter une liste, ça veut dire que tout le monde achète la liste, tout le monde peut communiquer aux adresses courriel en question, donc ça doit être brûlé par à peu près. D'habitude, c'est louer des listes et les compagnies sérieuses qui louent les listes, mais s'assurent qu'il n'y a pas justement trop de surcommuniqués et eux doivent avoir la permission. L'achat des listes, moi je ne sais pas, je ne recommande pas d'acheter des listes de toute façon. Le point de vue légal de ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Ben, peut-être aussi, je ne sais pas à quelle mesure c'est possible, mais d'inclure des représentations dans le contrat d'achat de liste qui dit que la personne a recueilli les consentements de manière conforme à la loi, etc. Comme ça, si vous avez des problèmes, je veux dire, c'est eux qui ont bâti la liste, fait que c'est eux qui savent comment les consentements ont été recueillis, est-ce que ça a été recueilli comme il faut. Vous pouvez demander des représentations du fournisseur de la liste à l'effet que c'est conforme. À cet effet-là, ZenData, c'est une agence, on a des clients, nous, on n'a pas de liste en tant que telle, ce sont nos clients qui ont des listes. La source de leur liste, l'origine de la liste, moi, je ne la connais pas. Donc, j'ai une clause dans mes ententes qui fait que mes clients doivent respecter la C28, parce que si en bout de ligne, il y a une plainte de 1 million ou 10 millions, moi, je ne vais pas nécessairement être pris. Donc, c'est une chaîne. Donc, cette question-là m'amène aussi à ça, dans le sens que
si on achète une liste, moi, je n'achète pas de liste, là, je fais un service pour des clients où on importe leur base de données. Si l'origine ou la collecte n'est pas légale, puis que ça crée un problème, il faut s'assurer que. Donc, il faut avoir un bon contentieux, puis aviser à ce moment-là. Question tourisme d'affaires cette fois-ci. Je suis du Palais des Congrès. Je voulais une reprécision pour les courriels envoyés à l'étranger. L'année dernière au symposium, vous disiez que ça devait respecter, que c'était les messages envoyés du Canada ou reçus au Canada. Là, vous venez de dire qu'un courriel envoyé à l'étranger doit respecter les lois du pays. Est-ce qu'on doit respecter à la fois la loi du Canada et du pays auquel on l'envoie? Ce qui fait beaucoup. Non, c'est ça, justement, ça a été précisé dans le dernier règlement qui a été publié juste tout récemment, en décembre 2013. Si vous envoyez des courriels qui visent des destinataires à l'étranger, dans le fond, vous tombez dans une des exceptions que j'ai pas mis parce que, bon, j'en avais listé que quelques-unes, mais vous allez tomber dans une exception où vous n'avez pas besoin de respecter la loi anti-courriel, mais vous devez quand même respecter la loi applicable dans le pays en question. Parfait, merci. Oui, bonjour. Je suis de Tourisme Québec et je m'occupe de l'infolette. Puis justement, dans cette infolette-là, pour certains marchés, il y a des offres de partenaires des voyagistes. Et aussi, on a par exemple un logo qui fait la promotion de Via Rail, des choses comme ça. À partir du moment où les gens ont accepté Consentement Express pour recevoir le bulletin, j'imagine qu'il faut aussi parler des partenaires, puisqu'il y a ce que je vous ai dit, des voyagistes, Via Rail, etc. Et si les gens acceptent seulement le bulletin, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait faire une version de bulletin sans aucun partenaire? Une version? C'est ça que je me posais comme question. Dans le fond, c'est toujours votre organisme qui transmet l'offre en question, oui, c'est ça? Donc, c'est plus comme des publicités qui seraient placées dans l'infolette, c'est ça? Oui. OK. Bien, dans un contexte comme celui-là, je vous dirais que ça revient un petit peu à ce que je mentionnais au niveau du libellé de la demande de consentement. Lorsque vous avez présenté ou rédigé le libellé de la demande de consentement, est-ce que la manière que c'était rédigé, la personne va s'attendre à recevoir exclusivement des renseignements qui visent Tourisme Québec ou peut-être un petit peu plus large des renseignements au niveau des partenaires de Tourisme Québec? Si c'est juste une petite offre, une bannière, quelque chose dans l'infolette, je pense que c'est correct. La personne s'attend à peut-être avoir des publicités qui visent les partenaires. Si vous commencez à envoyer plusieurs courriels qui sont pleines pages juste avec les partenaires, c'est peut-être différent. OK, merci. Bonjour. Dans un contexte de gestion de consentement, nous, on a un problème. On a des directeurs de compte qui sont sur la route, donc qui utilisent Outlook et qui n'utilisent pas la plateforme principale de la compagnie. Comment on fait j'aimerais avoir votre point de vue, comment on fait pour faire la gestion des consentements quand on utilise tout simplement Outlook et non pas une infolette qui est envoyée par une plateforme principale? Bien, il faut prévoir un mécanisme qui va... Oui, mais le mécanisme... Un mini-entrepôt de données, qu'à un moment donné, toutes les Outlook vont downloader dans un entrepôt centralisé. Il faut que ça soit géré, il faut que ça soit centralisé. Ça ne peut pas être 10, 15, 20 représentants, chacun dans leur... Non, mais c'est tout la plateforme Outlook est centralisée. Ce que je veux dire, c'est comment on fait quelqu'un qui vient se désabonner qui vient de retirer son consentement de recevoir des courriels de la compagnie X, mais cette compagnie-là a des représentants qui utilisent Outlook pour parler pour faire de la promotion avec des adresses courriels, des contacts, des prospects. Donc, comment on fait dans la vraie vie pour gérer ça? Vous nous appelez. Non, même si je vous appelle, vous n'allez pas régler mon problème. Moi, j'utilise Outlook, là. Mais je veux dire, il y a une rétroaction de la liste centrale aux représentants et du représentant à la liste centrale. Je veux dire, c'est un two-way street, là. Je veux dire, à un moment donné, il peut se passer un délai. Je veux dire, c'est pas obligé d'être synchronisé à nanoseconde, là. Mais à quelque part, dans un délai raisonnable,
il y a un master list quelque part qui gère tous les abonnements et les consentements, les profils, français, anglais, monsieur, madame, chien, chat, oiseau, reptile, ce qu'on veut. Et à un moment donné, un représentant est sur la route et puis il y a un désabonnement ou whatever, donc lui, il doit faire une rétroaction. Donc, il faut mettre en place un mécanisme d'échange de données sur une base, je ne sais pas, quotidienne, hebdomadaire, je ne sais pas trop c'est quoi votre business, mais enfin, c'est juste de mettre une interaction entre les deux composantes. Donc, il faudrait faire une vérification avant d'envoyer un courriel. Il faudrait faire une vérification sur un master list quelque part. Exact. C'est ce que vous dites, là. Exact. À quelle fréquence vous envoyez votre infolette? Mais moi, j'envoie des infolettes j'en envoie plusieurs à tous les mois. Mais bon, mensuel. Mais les directeurs de compte, eux, ils communiquent à tous les jours avec des gens sur la route, avec des gens partout à travers le Canada. Et ces gens-là, ils sont souvent pas dans la base de données régulière de la compagnie parce que chacun des directeurs de compte a sa liste à lui. Puis on en a 500, 600, 700. Là, fait que ça vient que c'est comme ingérable finalement. Ça amène encore une fois, il faut intégrer quelque part et puis synchroniser à un rythme qui est gérable par vous. Mais il faut avoir une structure de base. OK, merci. Merci. Oui, bonjour. En fait, j'aurais une question un petit peu par rapport parce que le micro est trop haut, je suis trop petite. Donc, c'est ça, on est dans une industrie un peu particulière qui est l'industrie de l'assurance. Puis, on a des sites transactionnels et le client vient lui-même au niveau de nos sites et puis il complète toutes les informations lui-même. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut considérer ça comme étant tacite ou est-ce qu'il faut que spécifiquement, il dise qu'il nous donne son consentement pour qu'on puisse le contacter par la suite, sachant que lui-même nous donne toute l'information relative à ce client-là? Ça, c'est la première. Aussi, la deuxième question, c'est qu'on va aussi aller chercher le score de crédit, par exemple, pour ce client, qui est une information qui est quand même pas mal personnelle, mais est-ce que là aussi, on peut considérer comme on a besoin d'un consentement pour ça ou pas? Et ma troisième question, ça serait par rapport aux sondages. On fait des sondages par rapport à l'expérience client au niveau de nos sites web. Est-ce que là aussi, pour ces sondages-là spécifiques, on aurait besoin du consentement du client pour pouvoir le contacter? Merci. Je vais y aller par étapes. Oui. Pour la première question, au niveau de la personne qui remplit, par exemple, une demande de soumission, c'est ça? Oui. Dans la mesure où il n'y a pas de réponse, où la demande n'est pas acceptée, je vous dirais que mon réflexe, ça serait de qualifier ça plutôt à titre de demande de renseignement. Donc, dans un contexte comme celui-là, la personne aurait 6 mois, justement. Vous auriez 6 mois pour communiquer avec cette personne-là, à moins que, bien évidemment, dans cette période-là, elle retire son consentement puis elle se désabonne au message par le unsubscribe ou autrement. Pour la deuxième question, au niveau du score de crédit, ça, je ne pourrais pas vous dire comme ça, il faudrait que je vérifie, mais si vous voulez, on pourra se parler après. Et pour la troisième question, dans la mesure où c'est un sondage vraiment, qu'il n'y a pas d'offre ou autre dont on fait la promotion, encore là, ce n'est pas de nature commerciale. On veut simplement avoir de l'information à propos de l'expérience client, donc je ne crois pas que ce serait visé par la loi. Mais de toute évidence, ces clients-là, vous aurez d'abord obtenu leur adresse courriel, donc je présume qu'ils auraient fait un achat chez vous ou autrement. Okay. Ou une demande de renseignement. OK, merci. Peut-être une dernière. Last call. Oui, bonjour. Je voudrais une précision concernant une infolette, des infolettes. Madame parlait tantôt de bannière publicitaire, mais dans notre fonction, on inclut des sur la présentation ici, de partenaires, des commandites. Est-ce qu'on est assujetti aussi à clarifier ces détails dans l'ensemble dans le consentement, en fait? Est-ce qu'on est obligé de le clarifier dans le consentement? Merci. Ben, c'est pas vraiment une offre, c'est un logo là, de partenaire, c'est ça? Oui, c'est ça, comme sur votre présentation ici. Je pense encore là, si c'est simplement un logo avec lequel l'entreprise est associée, c'est pas problématique. C'est plus dans la mesure où les partenaires commencent eux-mêmes à envoyer des courriels à ces gens-là. C'est là où il faudrait le mentionner spécifiquement dans la demande. Mais si c'est simplement que l'entreprise est associée avec certains partenaires, il n'y a pas de problème à le mettre dans l'infolette, puis c'est pas nécessaire de détailler dans le consentement. Dernière. Oups.
Ah, c'est correct, ça. Ben, il n'y a pas d'offre acheter ou de profiter, ou c'est un logo. Si la personne clique, à ce moment-là, elle fait le geste de clic. Selon moi, du point de vue marketing, c'est un logo, c'est pas d'offre. Bonjour. Moi, j'ai juste 3 questions. Au niveau des référencements, si moi, je décide de référer mon ami, est-ce que la compagnie a le droit d'envoyer des messages à mon ami? Sur la base de l'exception par rapport au référencement, il faudrait que la compagnie indique au long dans le courriel votre nom en indiquant c'est telle personne qui m'a référé à vous. Donc, ça peut quand même être peut-être lourd pour la compagnie, mais c'est ce qu'il y en est à ce niveau-là. Bon, au niveau légal, ça serait possible. Au niveau des clients? Au niveau légal, je veux dire, ça serait permis. Par rapport à l'exception du référencement. Ça, okay. Vous avez dit qu'il fallait qu'il y ait un lien familial, mais s'il n'y a pas de lien familial. Non, si vous faites une promotion, je bâtis une promotion et plus vous avez d'amis, plus vous avez des chances de gagner. Les amis que vous référez, moi, je n'ai pas le droit de communiquer avec. Ah non? Non. Il faut que les autres me donnent leur consentement. Ce n'est pas parce que vous me référez, moi, pour gagner la chance d'aller en Floride, que la compagnie qui fait le concours peut communiquer avec moi. Moi, je suis juste référé par vous. Sauf que là, c'est tout le mécanisme personnel de moi qu'il faut que je dise oui, je veux aussi recevoir de la communication du voyagiste, mettons, ou de la compagnie qui fait la promotion. Normalement, légalement, il serait plus possible de faire des référencements comme ça. Dans mon livre à moi, ça n'a jamais été possible. En tout cas, nous on a fait des promotions, mais on ne se permettait pas de communiquer avec la personne référencée. À moins qu'elle nous donne un consentement, mais là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau? Oui. OK. Moi, je veux savoir au niveau légal, combien de temps il faut garder les historiques pour les preuves pour la CATC? Les preuves de consentement? Il n'y a pas de date comme telle, mais je veux dire, c'est tant que la personne, vous continuez à communiquer avec la personne, vous continuez à lui envoyer des courriels, c'est où que la personne se désabonne, je veux dire, je pense que vous devez être en mesure de le garder d'une période raisonnable qui ferait que si jamais il y a quelque chose qui arrive, un pépin, vous soyez en mesure de le démontrer. Il n'y a pas de date spécifique dans la loi, mais c'est sûr. Si je reçois une plainte, est-ce qu'on peut retourner comme 10 ans en arrière, puis voir est-ce qu'on avait le consentement ou non? Oui, c'est comme il dit, peut-être 10 ans, c'est long, mais comme je dis, ultimement, ça revient à vous, puis votre capacité de retenir l'information pour s'assurer que vous êtes en mesure de prouver le consentement. Mais c'est sûr qu'il y a aussi la question de protection de renseignements personnels, je veux dire, dans la mesure où la personne s'est désabonnée, qu'après vous avez arrêté d'envoyer des courriels, qu'il n'y a plus rien qui se passe dans le dossier, bien, vous ne devriez pas conserver ces renseignements-là ad vitam aeternam. OK. Puis une dernière question, c'est, supposons moi j'ai une page Facebook, il y a une personne qui a fait like sur ma page, est-ce que ça me donne la permission d'envoyer un courriel à son adresse courriel? Je pense pas que Facebook autorise. Tu peux envoyer à l'intérieur de Facebook, mais pas à l'extérieur de Facebook. À l'extérieur, non? Non. Okay. Je pense pas que Facebook le permette anyway. Moi, je pense pas, là, personnellement, mais... OK, merci. Bien, écoutez, un gros merci pour votre participation. Je dois dire que je remercie nos conférenciers parce que ça me rappelle de très bons souvenirs à l'époque de la LNNTE, comme je dis toujours. Et moi, j'ai été trempé là-dedans peut-être autant que mon collègue parce que c'est les centres relations clientèle. Et on doit dire que cette loi s'est inspirée, il y a une inspiration non seulement de ce qui s'est fait aux États-Unis, mais aussi de la loi pour tout ce qui sont les appels de non sollicités et la liste. Alors, si dans vos organismes, vous avez des centres relations clientèle et un côté juridique, allez les voir, dites qu'ils ressortent ça des boulamites. Et vous allez voir qu'il y a des liens très forts à faire sur le consentement, sur le temps que vous devez garder les informations et tout cela. Et c'est quelque chose qui est en évolution. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il va y avoir des modifications, il va y avoir des amendements, il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, le ciment est quasiment figé, mais ça bouge toujours du ciment, comme on dit. Alors, un gros merci. Écoutez, pensez au Pont Champlain, c'est ça. Alors, un gros merci.
à tous les participants ce matin et aussi à tous les commanditaires à nouveau, conférenciers. Un gros merci. Je vous rappelle que vous allez recevoir dans quelques jours la vidéo. La vidéo va être vraiment complète parce que c'est vraiment tout ce qu'on a vu, observé, et vous aurez aussi toutes les présentations des diapositives qui vont être sur la vidéo. Ceux qui se disent, bien, comment je pourrais avoir les diapositives, ça va être dans la vidéo. Repartez avec ces 2 petits cartons, s'il vous plaît. N'oubliez pas, Flèche d'or, le prochain symposium Big Data. Et on va vous revoir très bientôt à nos prochaines organisations. Un gros merci encore. Au revoir. Merci.